Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 21 novembre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui essuie quelques surfroides, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la chronique du jour, je vais l'intituler Le plan de paix pour l'Ukraine, un bon plan pour les marchés. Ah, les marchés, oui, ils ont besoin de bonnes nouvelles. Et la signature d'une paix, d'un cessez-le-feu en Ukraine en serait une excellente. D'abord pour les Ukrainiens, forcément. Euh, ils s'apprêtent à attaquer leur troisième hiver sans chauffage, avec des ruptures d'approvisionnement d'électricité, puis surtout des deuils par dizaines, par centaines de milliers. Trump et Poutine, donc, s'échangent des projets de paix. On a compris que M. Zelensky en avait été averti et qu'on lui a demandé de faire preuve de souplesse, sans quoi on risque de ressortir toutes les affaires de corruption, alors je mets des guillemets et du conditionnel, qu'il aurait pu connaître, qu'il aurait pu couvrir, auquel il aurait pu participer. Il y a évidemment des rumeurs très malveillantes qui feraient de M. Zelensky un acheteur immobilier qui compterait parmi les plus actifs dans la catégorie des milliardaires depuis presque 3 ans. Donc, un plan de paix, oui, mais sans les Européens. Et là, on a compris, et Caracas immédiatement s'est précipité devant tous les micros pour expliquer que un plan de paix sans l'Europe, ça ne pouvait pas fonctionner. Bon, faut avouer elle n'a pas tort, tout simplement parce que l'Ukraine est quand même située à nos frontières et que ce pays aura besoin d'être stabilisé. Faudrait pas qu'à une guerre russo-ukrainienne succède une guerre civile en interne. Et je vous assure qu'il y a quelques rumeurs d'épuration en cas de départ de M. Zelensky. Ça risque de ne pas être drôle pour ceux qui ont partagé le pouvoir. Enfin, la plupart sont partis à l'étranger avec leur mallette de billets, mais enfin, il en reste encore sur place et certains sont réellement menacés. Donc, l'Europe ne veut pas que la paix se fasse sans eux, ou en tout cas, ils veulent avoir leur mot à dire, certainement pour essayer de glaner quelques graines sur la reconstruction. Le problème, c'est que BlackRock a pratiquement tout préempté. Il est déjà le plus grand propriétaire terrien en Ukraine, au travers donc de prête-noms de sociétés écrans, mais on va dire que là, le mal est fait. Puis bien sûr, il faudra aider, participer à la reconstruction. Et là, qu'est-ce que ça va coûter aux contribuables européens? Si c'est pour payer, pour soutenir l'Ukraine, qui fait orchestrer sa reconstruction par BlackRock et toutes les entreprises, donc BlackRock est actionnaire, ça veut dire que la saignée va continuer pendant encore 5 ans, peut-être même 10 ans pour l'Europe, qui fera, et elle peut difficilement se déjuger, qui fera comme si l'Ukraine allait bien rentrer dans l'Europe. Alors que l'idée, évidemment, c'est qu'elle ne rentrera ni dans l'Europe, ni dans l'OTAN, mais bon, rien ne l'empêchera de conclure des accords commerciaux comme ceux qu'on vient de signer avec le Mercosur, qui nous sont très défavorables et qui seraient très favorables, en revanche, à l'Ukraine. Autrement dit, soit la guerre s'arrête, et on le souhaite tous, et l'Europe sera probablement le dindon de la farce de la reconstruction, ou la guerre continue, et c'est l'Europe qui a déjà programmé le versement de 150 milliards à l'Ukraine pour l'aider à tenir et continuer d'enterrer ses citoyens par dizaines, par centaines de milliers à l'année. Mais les marchés aujourd'hui tentent d'enrayer leur correction
Et c'est probablement pas cette nouvelle qu'un cessez-le-feu ou qu'une paix en Ukraine pourrait être signée. C'est juste une pause dans un mouvement beaucoup plus profond qui puise ses racines, comme je l'ai dit, dans le krach obligataire japonais. Krach obligataire comme on n'en a pas connu depuis le début des années 80 en réalité, avec des taux qui se sont littéralement envolés. On a atteint les 3,80 quand même sur le 40 ans, plus de 3,35 sur le 30 ans. Voilà, ce sont des niveaux de taux qui sont comparables à ce qu'on a aux États-Unis sur le 2 ans et peut-être bientôt sur le 10 ans. Mais pas de baisse de taux à l'horizon aux États-Unis au vu des derniers chiffres de l'emploi publiés hier. Donc oui, septembre, on regarde dans le rétroviseur, là, on peut toujours dire que oui, c'était plus fort qu'attendu, mais c'est pas très important. En revanche, on a eu les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage, et là, incroyable, on revient sur les plus bas niveaux historiques, vers 220 000, moins 8 000. Là, c'est quand même une vraie surprise. Alors, l'explication, ça tient au fait que les États-Unis expulsent beaucoup de migrants illégaux, voire même certains légaux, et il faut remplacer tous ces gens-là. Mais dans le même temps, vous voyez beaucoup d'entreprises américaines qui continuent de licencier. Alors certes, pas pour l'instant Nvidia, ni Broadcom, ni Oracle, mais vous avez déjà beaucoup d'entreprises qui ont compris quel usage ils pouvaient faire de l'intelligence artificielle pour augmenter leur productivité. Comprenez, confier les tâches à des intelligences artificielles qui remplacent l'humain, les neurones. Et bien sûr, ça fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours par an et non pas 39 heures par semaine ou 35 heures par semaine. Donc, hémorragie d'emploi et surtout un sentiment profond au sein de la population américaine, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver des emplois et surtout des emplois bien payés. Alors oui, des emplois mal payés avec le départ des migrants, ça, il y en a. Mais les bons jobs industriels, eux, ne sont toujours pas revenus. Donc on est en train peut-être de payer une vision complètement idyllique de l'économie qui est en train de s'évaporer. Et puis la semaine s'achève sur une baisse de 3% du CAC, 3 à 3,5% des indices américains. Comme je l'avais dit vendredi dernier, les signaux baissiers sont bel et bien confirmés. Et tout ce qui ne tenait que grâce à ce qu'on appelle la hot money ou la monnaie spéculative, l'IA en particulier, eh bien là, on a déjà vu les cadors vendre. C'est le cas de SoftBank, de Peter Thiel, de plusieurs gros gérants très suivis à Wall Street. Voilà, ils sont sortis de Nvidia. On ne tardera pas à apprendre qu'ils sortent également de Broadcom, d'ARM, d'AMD, etc. Et puis l'autre baromètre de la hot money, évidemment, ce sont les cryptos. Et là, on peut vraiment parler d'un véritable crypto-crack cette semaine, avec un Bitcoin qui aura perdu plus de 12,5%, un Ethereum qui en perd 14, qui retombe sous les 2800 $, qui a enfoncé tous ses supports. On est bien en territoire de correction, évidemment. On est à moins 35 sur les plus hauts sur le Bitcoin, à plus de 43 ou 44% de baisse sur l'Ethereum. Et là, il se produit évidemment ce qu'on appelle des phénomènes de liquidation en cascade. Et le problème, c'est que si aujourd'hui on veut chercher de l'argent pas cher, eh bien oui, c'est ça la grande nouvelle, le grand basculement de la semaine. Cet argent pas cher, on ne le trouve plus au Japon. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment obtenir une rente presque assurée grâce aux obligations et aux dividendes. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.